Et bonjour petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle lecture, une lecture de sciences humaines et sociales. On est sur un tout nouvel ouvrage. Nous avons fini la semaine dernière l'ouvrage d'Emmanuel Bobatti. C'est pas bien. Voilà. C'est clairement pas bien. Là, on se dit qu'on va aller attaquer potentiellement une lecture bien plus intéressante et bien plus pertinente, puisque nous allons lire Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire, écrit par Irène. La quatrième de couverture est la suivante. Le féminisme n'a jamais cessé d'insister sur l'importance du récit intime. Croisant histoire familiale, théorie politique, fait historique, Irène tire ici de la vie d'Hilaria, son aïeule, des armes pour outiller les mouvements féministes contemporains. Hilaria, c'est une femme du prolétariat basque, veuve qui élève seule ses enfants. Le tragique et le chaos de leur existence dans les années 30 n'auront jamais raison de leur joie de vivre et de leur soif de construire un monde désirable. Ils sont une inspiration pour notre temps, où les fascismes sont à nouveau aux portes du pouvoir en Europe. Puisque la démocratisation d'un féminisme réformiste et libéral ne nous sera d'aucun secours, c'est au féminisme d'Hilaria qu'il importe de revenir. Un féminisme populaire qui se dit tout à la fois anarchiste, antifasciste, anticapitaliste, anticarcéral. On va pas se mentir que quand on a une quatrième de couverture comme ça part plutôt bien quand même. Sur le principe, ça devrait être bien plus de qualité que les trucs très très nuls qu'on a lus ces derniers temps. Ça pose les bases, voilà. Ça c'est juste la quatrième de couverture, hein. Ça c'est juste le résumé qui est là pour te vendre le récit. Hein. Voilà. Je vous avoue qu'il le vend plutôt très bien. Il le vend plutôt très 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 bien. Donc il y aura pas énormément de texte, dans le sens où c'est un livre qui fait 158 pages. Oui, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, 158 pages en tout, ce qui est donc pas un énorme ouvrage par rapport à certains qu'on a pu lire récemment. On a notamment tout à l'heure évoqué la lecture de V6 en toute puissance, qui effectivement fait 600 pages, qui est quand même un sacré bébé. Mais pareil pour Grégoire Chamaillou, qui était quand même très gros, et plusieurs autres qu'on a lus, en fait, qui sont généralement des trucs assez vénères. Voilà. C'est un appât gaucho, espérant que le contenu y corresponde, car en majeure partie, c'est l'éditeur qui a écrit la quatrième de couverture. Et en effet, néanmoins, là, justement, je peux peut-être vous dire, grosso merdo, il y a 4 chapitres, avec évidemment, à côté de ça, l'avant-propos, l'introduction, etc. Les 4 chapitres sont chapitre 1, féministe contre le capital, chapitre 2, féministe contre la prison, chapitre 3, féministe contre le fascisme, chapitre 4, un féminisme anarchiste. Je vous avoue que quand je vois aussi le chapitrage, je me dis ouais, ça a l'air bien, ça a l'air tellement mieux, ça a l'air tellement mieux, incroyable. On va peut-être avoir une vraie bonne lecture pour une fois. Ça va changer, ça va changer. C'est donc un ouvrage qui est édité par les éditions Divergence, qui a été édité en 2022. Donc c'est relativement récent puisque nous sommes actuellement en 2024. Voilà. C'est déjà plus fiable. Ah oui, non, mais quand même, là, il y a l'air d'avoir un truc. Hein. Je crois que là, vraiment, on a un truc. Irène, prononcé Irénée. D'accord, Irénée, donc. Est née en 1999 et a grandi dans un mélange de culture espagnole, basque et française. En 2017, elle s'installe à Paris et elle se lance dans le militantisme au contact des milieux féministes. En parallèle, elle transforme son compte Instagram en outil de démocratisation d'idées et de pédagogie populaire. Elle participe au lancement du mouvement des collages contre les féminicides en 2019. En 2021, elle publie son premier livre, La terreur féministe, et participe à l'ouvrage collectif Défaire la police, toutes deux aux éditions Divergence. Ah, ça commence à être pas mal quand même. Hein. Ça part quand même sur un bon truc. Par contre, du coup, je pensais pas que la personne serait si jeune. 1999, ça fait assez récent en vrai. Après, c'est peut-être parce que moi je dis ça et que je suis né au début des années 90, donc du coup, j'ai l'impression que je suis pas si vieux que ça. Et puis après, je me rends compte que non, en fait, j'ai plus de 30 ans. Mais oui, certes. Je connais quelqu'un IRL qui s'appelle Hilaria aussi. D'accord. Par contre, ça commence sur une fake news. Tout le monde sait que c'est Stern qui a inventé les affiches, la colle et le collage d'affiches. Non,
il suffit, Orden. On va pas commencer à reparler des saloperies du genre Stern et autres. On a déjà lu l'intégrale là, de l'ouvrage de Bobati, qui était quand même bien conservateur, bien sur plusieurs points transphobes, etc. On est bon là. Merci. Pour une fois, on va rester sur quelque chose d'un peu plus de qualité, s'il vous plaît. Pitié. Pitié. Il n'y a pas d'histoire muette. On a beau la brûler, la briser, on a beau la tromper, la mémoire humaine refuse d'être bâillonnée. Citation d'Eduardo Galeano, que je dois avouer ne pas connaître, très franchement. Hilaria vivait avec ses 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Ils étaient installés dans un appartement de la Calle Pena Florida, situé dans le centre de San Sebastián. Puis la maison familiale pendant de nombreuses décennies. Ils y vécurent ensemble longtemps. Elle, Eitona, Manolo, mon grand-père, grandit là-bas quelques années plus tard. Même El Aïta, alors je suis désolé si je prononce mal les termes, je préfère prévenir, par contre, je maîtrise pas du tout, donc je préfère le dire, je le prononce comme je le peux, et du coup probablement très mal, à la française. Désolé si je prononce mal, vraiment désolé. Et bonjour Disto, ça a l'air mieux cette fois-là, le livre. Ah oui, non, là ça a l'air très 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 bien là. Je vous avoue que ça a l'air quand même vachement bien. Donc je reprends, excusez-moi. Même El Aïta, mon père, se souvient de cet endroit, la Casa de Pena Florida. Hilaria connaissait bien la ville. Elle y avait grandi. Mon père, Vittorio Rezola Barondo, était forgeron. Pendant un temps, il partit travailler au Mexique, laissant son épouse, Josefa Murua Aguirre Bengoa, à Donostia avec leurs 3 enfants, Hilaria, José, Pedro. De retour au Pays Basque, il devient le forgeron de la Calle San Vicente, dans la Parte Vieja de la ville. Il exerça ce métier durant de longues années. Tout ça, je m'enfuis dans le lurk audio only pour faire de la cuisine au menu croquetas au fromage et croquetas champignons et fines herbes. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Et ben bonne cuisine, merci de nous écouter et courage pour les préparations. En 1927, le mari d'Hilaria, Manuel Lahuerta Vaya, décède. Elle devient veuve à l'âge de 42 ans. Et le fils de José Lahuerta Serrano, un commandant capitaine républicain de la Tercera Compañía et de Maria Vallal González. C'est dans ce contexte que leurs enfants grandissent. Pepe, Lola, Conchi, Tsiki, Manolo, Coro, Pili. La vie de cette famille, Los Lahuerta Rezola, ne vous sera pas racontée dans les livres d'histoire. Il n'y aurait pas de raison, probablement. C'était une famille ordinaire, comme il y en avait tant dans la San Sebastián de l'époque. Aquella Epoca. Les livres d'histoire sont riches de grands événements, de personnages marquants et populaires, de faits extraordinaires. Il est bien plus rare de tomber sur les récits des vies des anonymes. Ces femmes, ces hommes, ayant tout simplement existé et vécu leur vie du mieux que leurs conditions le leur permettaient. Souvent oubliées après leur décès, ces personnes sont pourtant porteuses de mœurs, de l'ambiance de leur époque. Elles incarnent l'histoire, elles sont l'histoire, cette histoire vivante. Ce n'est que récemment que l'histoire d'Hilaria, mon arrière-grand-mère, m'a été racontée, ce qui en dit long sur la fragilité de la transmission au sein même des familles. Fragilité qui laisse les gens mourir, non seulement physiquement mais aussi symboliquement. Transmettre les récits, maintenir les gens vivants dans la mémoire. Et je crois que le récit des vies d'Hilaria et de ses enfants, dont mon arrière-grand-père, Conchi, la mère de mon Eitona, mérite d'être transmis. Car ma famille a tout autant été victime qu'actrice de son époque. Le travail de transmission a d'autant plus de sens dans mon pays, l'Espagne, où la mémoire est un sujet particulièrement politique. Raconter l'histoire d'Hilaria, l'histoire de ses enfants, mon histoire, permet de montrer les liens qui unissent le personnel au collectif, l'intime au politique. Ok. Ouais, manger, ouais. Ah bah oui, c'est important de manger quand même. Nice, je m'enfuis aussi en lurk audio only à la salle de sport kiné à toutes. Et bon courage, pareil pour tout ça, que ça se passe bien. Oula, excusez-moi. Oh, il y a eu un gros tchouchoum. Excusez-moi.
Je vais rester dans l'ombre du leurre que la majorité du temps. J'ai besoin de prendre un peu de temps, mais ta lecture va faire du bien. Et bah tant mieux, tant mieux. Encore une fois, si ça peut vous faire du bien, c'est tout ce qui compte. Je reprends. Il faut tenir compte du fait que le peuple est dominé par les sentiments. Et même s'il en a toujours été ainsi, même si un régime ou un autre a dominé, le peuple a toujours fait preuve de sentiments humains, humanistes, si l'on veut. Le peuple, qu'il soit catholique ou quoi que ce soit d'autre, c'est le peuple naïf. Il a ça de bon. Peu importe combien on l'a trompé, peu importe combien on l'a mené de droite à gauche et par des chemins déterminés, il a toujours été sentimental. Citation de Luis María Jiménez de Aberasturi. Casilda miliciana, historia de un sentimento, Donostia sectoa 2012. Encore une fois, désolé pour les prononciations qui sont probablement complètement à la ramasse. Vraiment, je suis désolé. J'essaie de faire du mieux, de me souvenir vaguement de 2-3 cours d'espagnol, mais j'avoue que ça remonte à loin quand même. Donc, désolé. Désolé. Et bonjour Eving Bell, j'espère que tu vas bien, que tu te portes aussi bien que possible. Alors, Space Age ou Space Age? Casilda Hernáez Vargas disait qu'elle était devenue anarchiste à cause d'un sentiment. Basque d'origine gitane, elle a grandi et milité une bonne partie de sa vie à San Sebastián, dans le quartier d'Eguía, un barrio obrero, un quartier ouvrier. Anarchiste, proche de la CNT, féministe, membre de l'organisation Mujeres Libres, elle a défendu les droits des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les droits des femmes, aussi bien derrière les barricades, en tant que milicienne pendant la guerre civile, que durant son exil en France. Je me demande souvent si elle a croisé des membres de ma famille paternelle. Elle est née la même année que mon arrière-grand-mère, Granchi, et a grandi quelques rues plus loin. Pour Casilda, l'anarchisme n'a pas tant quelque chose qui tient de la raison, mais c'est plutôt une émotion profonde qui te prend aux tripes. Je me suis senti concerné par son analyse. Je savais pas vraiment ce qu'était l'anarchisme quand j'ai commencé à me revendiquer. Je ne connaissais pas son histoire, ses nuances, ses mouvances, et je les connais que partiellement à ce jour. Il me reste tant à apprendre. Mais je sais que je suis anarchiste, comme je sais que je respire. Cette corrélation entre anarchisme et émotion ne semble pas être le propre de Casilda. Dans le documentaire, sorti en 1997, Vivir la Utopia, de Juan Antonio Gamero, des personnes ayant vécu la révolution anarchiste de 1936 témoignent. Je finis mon mur, le mur de l'infini. Me desperté con las sirenas de las fábricas y era como si todo Barcelona latiese con un solo corazón, algo que solo se vive una vez en siglo, y yo vivo con esa emoción siempre. Je me suis réveillé avec les sirènes des usines, et c'était comme si Barcelone battait d'un seul cœur. Quelque chose qui ne se vit peut-être qu'une seule fois par siècle. Et moi, je vis toujours avec cette émotion. Raconte Federico Arcos. Je sais pas si vous voulez que je continue à faire les citations quand elles sont écrites en langue originale, si vous préférez que je fasse que la citation quand elle est traduite derrière, parce qu'encore une fois, ma prononciation doit être un massacre. J'en doute pas trop, même que c'est un massacre. Et vu qu'il y a la traduction en général derrière, à chaque fois qu'il y a eu un texte qui était en espagnol derrière, il y avait généralement la traduction. Vous voulez peut-être que je fasse que la citation en français, ce qui sera un peu plus maîtrisé de ma part, normalement. Donc Techno nous dit que français pour moi. Raving Bell nous dit mais non, ça va, j'ai des doutes. Je me permets de poser un gros doute sur la qualité de ma lecture en espagnol. Très clairement, je pense que c'est une catastrophe. Et voilà, je me fais pas trop de films. Ça fait pousser la prononciation, c'est bien. Ouais, mais le problème, c'est que je parle pas du tout espagnol. Ça fait 15 ans que j'ai pas parlé espagnol, ni de près ni de loin, et déjà à l'époque, j'étais pas particulièrement très doué. Donc, bon, voilà. Surtout que ça hache le rythme. Pour toi, Techno ? Moi, je sais pas si je trouve que ça hache le rythme. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir les citations, en fait, en version originale, parce que justement, ça donne une profondeur au fait que tout n'est pas que français. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que justement ça apporte aussi et que ça fait ouvrir quelques fenêtres qui ont trop souvent tendance à être fermées. Du coup, j'ai tendance à trouver que c'est bien. Après, encore une fois, par contre, ma prononciation est une catastrophe.
Donc du coup, voilà. Je reprends. Car si l'anarchisme a bel et bien été théorisé avec rigueur et appris des erreurs du passé, il n'a jamais été autre chose que la volonté de créer une société profondément humaine. Le capital et le patriarcat tendent à mépriser tout ce qui ressemble à une émotion, tout ce qui se relie à un sentiment et à les opposer à la raison. Il me semble essentiel que nous, anarchistes, féministes, revendiquions le droit de pouvoir exprimer nos émotions autant que nos idées. Car si nous sommes féministes et anarchistes, c'est avant tout par émotion. Par la colère que génère en nous la misogynie et la violence de classe, par la tristesse que nous ressentons face à tant de souffrances, par l'espoir que nous avons de pouvoir changer les choses. Les anarchistes espagnols ne sont pas les seuls à avoir revendiqué le caractère émotif de leur engagement. Je précise au passage que le texte est écrit en langage inclusif. Voilà, c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour que je le signale, mais le texte est écrit en langage inclusif. Et c'est bien. C'est très très bien. Donc là, typiquement, vous avez espagnol.es ou un peu plus loin, seul.es. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup plus que beaucoup d'ouvrages. Ça donne surtout le sens original. Oui, si on comprend la langue originale, oui. Le problème, c'est que moi, je la comprends pas forcément, et je présume que d'autres gens dans le chat non plus. Mais effectivement, tu as raison, ça donne un sens originel aussi qui, pour certaines personnes, sera plus adéquat. Malgré ma prononciation catastrophique. Je reprends. À propos de Louise Michel, la figure la plus célèbre de la Commune de Paris, Clara Zetkin, militante allemande, écrivait « Son socialisme ne s'explique pas par une série de conclusions logiques formant une chaîne incassable, anneau après anneau. Elle est révolutionnaire par sentiment, elle est socialiste par instinct. » Même Voltairine de Clerc, militante anarchiste et poétesse états-unienne, disait lors d'une conférence dans l'Indiana en 97 « En ce qui me concerne, c'est aussi pour des raisons affectives et émotionnelles que je suis anarchiste. » Bon, là, je précise, il n'y avait pas la citation en anglais, donc j'ai juste lu la seule citation qu'il y avait, qui était déjà traduite en français. Sorry, but not sorry. Être anarchiste est pour moi une évidence. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui me demandent de me justifier lorsqu'elles apprennent mes positions politiques. Des personnes pour qui être féministe et contre la prison semble invraisemblable. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le capital doit tomber avec le patriarcat. Des féministes qui voient l'antifascisme comme un gros mot, et inversement. Il est de nos jours tristement courant de voir des féministes faire l'apologie du capitalisme. Nous vendre l'idée selon laquelle avoir une patronne, une présidente, une collection infinie de sex toys nous délivrera de tous les maux. Certes, le mouvement féministe est pluriel, et il y a des féminismes. Mais tous ne vont pas de pair, et certains sont même antinomiques. Pour abolir le système patriarcal, il est urgent de promouvoir un féminisme concret, mais surtout un féminisme radical, allant à la racine de l'oppression. Et pour cela, identifier et reconnaître l'origine des dites oppressions s'avère indispensable. Alors là, je vais juste réagir sur un truc. Je comprends pas pourquoi on met sur le même plan le fait d'avoir un féminisme qui fait l'apologie du capitalisme, qui vend l'idée d'avoir une patronne, une présidente, et du coup rajouter le fait d'avoir une collection de sex toys. Je veux dire, quel est le problème d'avoir une collection de sex toys ? J'avoue que personnellement, je vois pas trop le lien. Au contraire, ça permet aussi à des femmes du coup d'en avoir rien à péter, et à des personnes de manière plus large d'en avoir rien à péter du patriarcat et des relations de couple, etc. Et de pouvoir satisfaire certains besoins sans forcément devoir faire pacte avec des choses que t'as pas envie. Voilà, la libération sexuelle, l'appropriation de son corps, c'est bien en fait. Oui, mais la collection amène le côté consumériste. Ah, c'est pour le côté collection. Après, je vous avoue que perso, c'est pas parce que t'as une collection que ça pose problème. C'est parce que tu es dans un modèle capitaliste où le fait d'avoir une collection relie à l'idée consumériste, etc., que ça pose problème. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui va pas forcément de soi, et du coup, je me permets de notifier que là, sur cette phrase-là, personnellement, je suis pas très raccord. À voir ce qui est sous-entendu derrière, en fait. Et je suis pas sûr de forcément comprendre ce qui est sous-entendu derrière. Mais là-dessus, j'avoue que je ne pas être forcément raccord pour le mettre au même niveau que le fait d'avoir une patronne, une présidente. Ça, par contre, c'est des choses que je vous ai déjà dit. Moi, tous les mouvements féministes qui viennent pour nous dire « Eh, wesh, regardez, c'est trop bien, on a une patronne. Mais voilà, c'est une patronne. Enfin, ça reste une patronne, quoi. Donc, les girl boss, c'est de la merde, quoi. Vraiment, nique, hein. Donc bon, bref. Je rattrape un peu le chat.
Sinon, dans le sujet, scoop manifestation nationale contre les violences et l'oppression patriarcale à l'occasion du lancement des 16 jours contre la violence basée sur le genre. Nous appelons à une manifestation nationale contre les violences et l'oppression patriarcale le 23 novembre à Berne. Oh, la Suisse qui fait des trucs? Pardon. Je vais même mettre un tag sur la Suisse, mais en même temps, en vrai de vrai, des fois, ils font des trucs. C'est pas que de droite, la Suisse. Je vais te goumer à force. Pardon. C'était trop facile. C'est vrai. Consumérisme peut-être, mais oui, les deux trucs sont pas forcément liés. Il y a aussi le point, si tu as du bon sexe avec toi, avec toi-même, on peut plus regarder les problèmes patriarcaux. Pas sûr de voir l'idée. C'est-à-dire, si tu as du bon sexe avec toi-même, tu peux pas regarder le patriarcat, mais enfin, je vois pas pourquoi tu peux pas regarder le patriarcat. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour être plus précis, regardez, moi je suis Ace, du coup le sexe, lol. Et pour autant, je suis capable de regarder le patriarcat, entre autres problèmes qu'il y a dans la société. Vous voyez, c'est pas, enfin, il y a un point sur le sexe que je comprends pas pourquoi le relier forcément. Enfin, il y a un truc qui bugne dans ma tête. Il y a un truc qui passe pas là. J'avoue que il y a un lien qui pour moi n'est pas évident. Je ne comprends pas trop l'expression féminisme radical. Déjà, c'est la rêve de TERF, et j'associe ça peut-être à tort aux anti-TDS. Alors non, le féminisme radical, c'est pas forcément des TERF, déjà. C'est pas forcément le côté anti-TDS. Un féminisme radical, il y en a plein. D'ailleurs, elle l'a dit, là, Irénée, dans le texte. C'était... Certes, le mouvement féministe est pluriel, il y a des féminismes, voilà. Et de fait, en fait, il y a des féminismes radicaux qui ne se situent pas forcément au même niveau. Le fait de dire qu'on est dans un féminisme radical, ça veut dire que les idées féministes sont extrêmement importantes pour nous, mais justement qu'on est radical dans l'expression de ces idées-là, de ces revendications-là. Moi, personnellement, par exemple, je me pense et je me vois comme une personne radicale, une personne anarchiste radicale, qui notamment est féministe radicale, qui notamment est antiraciste radicale, etc. Dans le sens, pour moi, il faut pas y aller en petite dose, faut pas y aller en faisant de la réforme, etc. Faut pas y aller gentiment en demandant aux autres, soyez gentils s'il vous plaît, ne faites pas trop d'oppression, mais je vais pas trop vous faire quoi que ce soit et vous dire quoi que ce soit si vous en faites quand même. Non, pour moi, il faut y aller et mettre le nez dans la merde s'il le faut, en fait. Parce que il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça qu'il y a un côté radical. On peut pas y aller à demi-mesure, parce qu'à demi-mesure, ça n'avancera pas. Donc pour moi, c'est pas spécifiquement relié au TERF, c'est pas spécifiquement relié aux anti-TDS, etc. Même si ces personnes-là peuvent réutiliser ces étiquettes-là pour se mettre en avant. Mais enfin voilà, encore une fois, c'est pas parce que tu as toi-même mis une étiquette que cette étiquette déjà te définit très bien, et c'est pas parce que tu as pris cette étiquette qu'elle t'appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu collectionnes les glands, c'est pas consumériste. Certes. Comme les girl boss. Je sais pas pourquoi comme les girl boss. Je sais pas par rapport à quoi tu parles, Céron. Je suis désolé. Pour montrer un exemple de comportement fémino-capitaliste, le fait d'acheter plein de sextoys, oui, sûrement, mais enfin, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément situé au bon endroit. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu viens cibler des gens qui vont acheter des sextoys, par exemple, dans un monde capitaliste, oppressif comme le nôtre, etc., tu portes le problème sur le symptôme, non sur la cause. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vas cibler, par exemple, le féminisme patronal, le féminisme blanc, etc., pour moi, tu vas cibler une des causes, pas le symptôme. Tu vas cibler une des choses qui produit des abus, qui produit des angles morts, etc. Et pour moi, du coup, c'est pertinent. A contrario, venir s'attaquer du coup au symptôme, on va dire, plutôt qu'à la cause, je vois pas trop la pertinence. Parce qu'en fait, pour moi, ça va individualiser le problème. Individualiser le problème, c'est que tu passes à côté du point que c'est un problème systémique. Et du coup, c'est pas pertinent. À mon sens, c'est pas très pertinent, quoi. Les noms, les termes désignent pas la posture politique. Oui. Puis c'est individualiser le truc de cibler les personnes de la collection de sextoys. Voilà, c'est ce que je viens de dire, comme quoi. C'est ce que je dis, c'est la focalisation sur la libération sexuelle comme la libération de la femme. Ça a été une récupération capitaliste libérale post-68 art. Et en ce sens, selon moi, la critique est pertinente. Ça s'entend. Ça, par contre, vous voyez, typiquement, ça, je l'entendrai. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, la fin de la phrase, je vois pas trop pourquoi,
Pour moi, à minima, je l'aurais pas écrit comme ça si c'était moi qui écrivais. Mais en soi, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être juste que j'ai pas compris le sens derrière, quoi. Et effectivement, si c'est dans le sens de la focalisation qu'il y a eu sur la libération sexuelle comme libération de la femme, effectivement, on sait que c'est du foutage de gueule. On sait que c'est un truc qui n'est pas du tout adéquat. Et personnellement, oui, c'est un truc que je trouve plutôt problématique, en fait, d'avoir fait un tel focus là-dessus. Tout comme à d'autres niveaux, sur d'autres mouvements, y compris des mouvements plus récents, il y a des trucs qui vont pas. Si vous prenez par exemple tout ce qui est MeToo c'est très bien, hein. Sauf que si vous regardez la MeToo, en fait la grande majorité des retours qu'il y a, c'est finalement les MeToo pertinents qui sont vus comme pertinents parce que c'est des femmes blanches en général, issues de milieux avantagés, etc. Et même là encore c'est discutable, hein, parce qu'il y a beaucoup de prises de parole masculinistes de l'enfer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a oublié le fait que MeToo, à la base, c'est des mouvements populaires. MeToo, à la base, c'est des mouvements populaires de femmes racisées aux US, qui sont allées gueuler dans la rue, en fait, avant d'avoir tout le déclenchement médiatique qui s'est enclenché et qui a focalisé le mouvement MeToo sur des femmes blanches issues plutôt de positions favorables dans la société, comme actrices, etc. Avant ça, il y avait tout un tas de personnes concernées et qui ont été complètement mis de côté. Et aujourd'hui, MeToo, quand vous en parlez avec plein de gens, MeToo, ça se résume à « oui, telle actrice qui a dit qu'elle aussi, elle a été violée ». Et t'es en mode « d'accord, mais ça s'arrête pas à ça, en fait. Il y a un truc après, derrière, quand même ». Et vraiment, là-dessus, du coup, je comprends une critique qui veut s'attaquer au fait d'avoir vu la libération sexuelle comme la libération de la femme en tant que telle, etc. Et pas aller plus loin, parce qu'effectivement, non, il y a des gros problèmes derrière aussi, quoi. Là-dessus, je peux comprendre. Encore une fois, la phrase me chafouine un peu, mais je peux comprendre là-dessus. Je reprends. Souvent qualifié d'extrémiste, j'ai fini par le revendiquer moi-même. Yamucha Ona. Je vous avoue que je ne sais pas ce que veut dire cette expression. Je suis désolé, encore une fois, je ne maîtrise pas du tout la langue. Car mon féminisme ne se contente pas de demander plus d'égalité au sein d'un système destructeur. Mon féminisme ne vise pas à une réforme du capitalisme, mais c'est bien une profonde révolution sociale. Mon féminisme, c'est celui de Lucia Chances Saronil, celui de Sylvia Pankhurst, celui de Voltairine de Claire. Mon féminisme est un féminisme solidaire de celui d'Angela Davis, de Bell Hooks, d'Audrey Lourdes. Un féminisme qui ne fait pas l'impasse sur les autres oppressions, ou du moins qui se fixe cet objectif. Le féminisme, il est anarchiste, et mon anarchisme est féministe. Le féminisme sera anticapitaliste, antifasciste, antiraciste et décolonial, ou ne sera pas. Pour que la révolution soit féministe, il faut que le féminisme soit révolutionnaire. Ainsi, en croisant théorie, féministe, récit intime, le présent ouvrage a pour objectif d'expliquer en quoi nous devons exiger un féminisme révolutionnaire. Ça s'écrit comment ? Je vais vous l'écrire. Hop. C'était... Hop. Mucha, je crois que c'est plusieurs ou un truc comme ça. Ou beaucoup. Le A est décollé. J'ai collé le A à Mucha, mais c'est décollé. Mais Onra, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc j'avoue que je comprends pas le sens. Mucha, c'est peut-être beaucoup. Mais franchement, encore une fois, je maîtrise tellement pas la langue que je préfère pas m'avancer. Hein, très clairement. Voilà. Ah, du coup, ça doit être un truc dans le sens, elle se revendique elle-même d'extrémiste avec beaucoup d'honneur. Ou un truc dans ce goût-là. Je présume. Bon, du coup, je continue. Chapitre 1. Féministe contre le capital. Souvenir intime et mémoire collective. Les filles La Huerta Rezola travaillaient, comme c'est le cas des femmes de la classe laborieuse, depuis la nuit des temps. Femme travailleuse est à mon sens un pléonasme. L'inverse n'est une réalité que pour une infime partie des femmes issues de la bourgeoisie. La plupart des femmes, comme la plupart des hommes, travaillent. Elles ont toujours travaillé. Les filles La Huerta Rezola sont nées, ont grandi et ont vécu la majeure partie de leur vie dans le centre de San Sebastián. Il ne s'agit pas d'une grande ville, son caractère urbain n'en demeure pas moins réel. Dans cette maison de la Calle Pena Florida, l'économie était familiale. Au début des années 30, mon arrière-arrière-grand-père était décédé. Les enfants, qui n'en étaient plus tellement, et Hilaria, vivaient sous le même toit. Et à l'exception de la petite Pili, tous travaillaient pour essayer de subvenir aux besoins de la famille.
la tia Lola et mon arrière-grand-mère, Conchi, étaient couturières. Leur mère, Hilaria, avait travaillé en tant que modiste dans un atelier de la Calle Hernani. Elles avaient leurs propres ateliers, dans leur demeure. Lola était spécialisée dans la confection de robes de communion. Je disais de Conchi qu'elle avait un véritable don pour la couture. Elle avait appris le métier dans la boutique d'une amie d'Hilaria, en face de la Calle Narica. Cette dame aurait dit à mon arrière-arrière-grand-mère « Emmène cette fille aux meilleurs endroits, car c'est une merveille ». Elle travailla ensuite dans un atelier de la Avenida, le grand axe du centre-ville de Donostia. Atelier situé en face de celui de Balenciaga, le grand créateur basque et père de la haute couture. D'ailleurs, les clientes ramenaient à Conchi des vêtements de Balenciaga afin qu'elle les reproduise à moindre coût. Conchi arrivait à reproduire les patrons uniquement en observant le vêtement fini. Extrêmement douée et passionnée, elle modifiait les mannequins de couture en ajoutant des remplissages en tissu afin de reproduire les formes des clientes. Selon la prima Marta, la fille de la tia Pili, sa mère racontait que Conchi était très courageuse dans sa pratique de couturière. Elle posait le tissu sur le mannequin et elle le coupait. Hilaria, quant à elle, ne comprenait pas comment Conchi pouvait avoir une telle maîtrise du tissu et une gestuelle aussi libre, quasi sauvage. Petite, je savais que mon arrière-grand-mère avait été couturière, mais je percevais cela comme le simple destin des femmes de l'époque. En fin de compte, ne sommes-nous pas nombreux et nombreuses à avoir eu de moins une ancêtre qui a été couturière à un moment ou à un autre de son existence. Mais je n'imaginais pas qu'elle avait été excellente, et ce, dans une pratique qu'elle adorait. Je suis d'autant plus sensible à cela que j'ai moi-même suivi des cours de couture, et qu'il m'arrive encore d'expérimenter avec le tissu, à l'aide de ma machine à coudre. Avec les tissus restants, les filles d'Hilaria se faisaient des vêtements pour elle, ce qui explique qu'elle arborait toujours des tenues impeccables sur les clichés de l'époque. Leur atelier de couture, situé donc dans la Casa de Pena Florida, était un lieu de rencontre entre femmes. Elles se réunissaient là-bas pour coudre, mais aussi pour passer le temps, dans ces moments en non-mixité qui ne dérangeaient personne. Dans les souvenirs de la tia Pili, qui était petite à cette époque, des rires et des chants émanaient régulièrement de la pièce. Comme vous aurez l'occasion de le lire tout au long du récit, la musique, l'expression artistique, a toujours fait partie de l'identité de la famille La Huerta Rezola. Exiger, je trouve ça un peu faible. Exiger auprès de qui ? Je sais pas exiger par rapport à quoi tu dis ça. Je vous avoue que, encore une fois, je suis très fatigué. J'ai vraiment pas très bien dormi du tout. Du coup, j'ai déjà perdu le moment où j'ai lu le mot exiger. Je ne sais pas à quelle partie, quelle phrase t'a fait tiquer. Dernière phrase de l'intro. Ah, ainsi, en croisant les théories féministes et récits intimes, le présent ouvrage a pour objectif d'expliquer en quoi nous devons exiger un féminisme révolutionnaire. Bah, exiger auprès de tout le monde. Je vais te le reformuler différemment. Et je te préviens, ça risque de te cibler un peu. Techno, si on t'envoie des fions dans la gueule régulièrement quand tu fais des prises de parole qui sont discutables, c'est parce que si on n'envoie pas un peu des fions dans ta gueule, tu te rends pas compte que tes phrases, elles sont parfois un peu limites. Voilà, c'est en ça qu'on exige. C'est qu'on se permet pas de, en fait, juste dire « c'est peut-être pas idéal, réfléchis un petit peu plus ». Enfin, même déjà ça, en fait, c'est déjà exigé. Rien que ça, déjà, c'est venir te cibler spécifiquement et te dire « retravaille la question ». En fait, si on est trop doux, c'est que ça ne va pas suffire. Donc on est obligé d'exiger. On est obligé d'aller dans un féminisme et dans les luttes en général qui vont exiger. Oui, ça j'avais compris, mais faire advenir. Pourquoi faire advenir ? Je comprends pas. Je suis désolé, encore une fois, je suis fatigué, hein, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi me faire advenir ? Je suis désolé, hein, vraiment j'ai du mal. Hein. Faut que j'y réfléchisse. D'accord. Je suis désolé encore une fois, j'ai deux neurones qui se battent en duel. J'ai du mal à relier les trucs. Hein. En fait, moi, la phrase, elle me semble assez logique. Ainsi, en croisant théorie féministe et récits intimes, le présent ouvrage a pour objectif d'expliquer en quoi nous devons exiger un féminisme révolutionnaire. Enfin, pour moi, le sens, il est assez clair. Actuellement, on vit dans un monde qui est oppressif à plus d'un niveau, notamment patriarcal, parce que là, c'est la question qui va nous
sentir, on va dire, un peu plus concerné, vu l'ouvrage. Et du coup, de fait, si on veut un minimum faire avancer les choses, bah, en fait, on doit exiger un féminisme révolutionnaire, on doit exiger le fait de foutre à plat la situation actuelle pour reconstruire autre chose de vraiment totalement différent et pas juste modifier ce qu'il y a déjà en présence. Parce qu'en fait, quand on croise justement ce qui a été avancé par différentes théories, ce qui a été avancé par l'expérience personnelle que beaucoup de gens partagent, si on va pas dans un truc qui est complet, c'est pas suffisant. Oui, justement, TechnoViking disait que exiger c'était faible si tu relis. Est-ce que imposer serait le mot qui te semblerait le plus approprié? Ah! Pour vous, exiger c'est faible? Moi, c'est pas forcément quelque chose que je vois comme faible, exiger. Parce qu'en fait, exiger, ça veut dire que t'as pas le choix. Voilà, concrètement, hein, exiger, ça veut dire fais ça, ou alors tu feras sans nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une frontière très claire, très nette qui est mise en place. Du coup, ça me semble pas faible. Et surtout dans un sens où on n'a pas le rapport de force qui est à notre avantage. Du coup, on ne peut pas imposer. Vous voyez ce que je veux dire aussi ou pas? On n'est pas les Jean-Michel au pouvoir. Je veux dire que ce soit moi, que ce soit, je sais pas moi, Céron, que ce soit TechnoViking, que ce soit Raving Bell, etc. Tous les gens du chat, vous n'êtes pas en situation de pouvoir. Vous n'avez pas la capacité d'imposer quoi que ce soit. Et c'est tant mieux, au passage. Parce que imposer, effectivement, c'est exactement ce qu'est en train de dire Raving Bell. L'exigence respecte le consentement de l'autre, pas l'imposition. Si vous imposez, vous respectez pas l'autre. Si vous imposez, en fait, il va peut-être faire ce que vous lui dites de faire, mais est-ce qu'il va comprendre pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il va intégrer pourquoi il doit le faire? Est-ce que c'est pertinent, du coup, d'imposer quelque chose, sachant que derrière, la personne va peut-être effectivement faire ça, mais va pas bien le faire, va pas le comprendre, va pas l'intégrer, va pas en faire une valeur qui lui est propre. Et c'est en ça où, effectivement, pour moi, ça peut un petit peu beaucoup poser souci si on va dans l'imposition. C'est que exiger me semble plus pertinent, parce qu'exiger, ça laisse pas le choix. Si tu veux qu'on continue à bosser ensemble, faut que tu fasses ça. Mais à contrario, si t'as pas envie de faire ça, juste on bossera pas ensemble. Tu vas aller faire ton truc dans ton coin, et moi j'allais faire mon truc dans mon coin, et is ok. Mais ça te laisse aussi la possibilité, en fait, à la personne en face de dire non, moi ça me convient pas, j'ai pas envie d'y aller. Et je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Moi, j'aurais tendance à trouver que exiger est plutôt adéquat, en fait. Oui, puis là, voilà, on revient sur un truc que je vous ai dit un tout petit peu avant. Fred me dit en MP, le texte s'inscrit dans le patriarcat, on peut seulement en exiger, on veut pas faire groupe avec des personnes qui ne partagent pas les valeurs. Voilà, il y a ça encore une fois qu'il faut pas oublier. C'est que on n'est pas en situation de force, on n'est pas en situation où on claque des doigts et c'est bon en fait, ça marche pas. Donc partant de là, moi exiger, je trouve que c'est pas faible, en fait c'est adéquat. Pour le coup, je pense que Irénée, elle a bien écrit, on va dire. Je trouve que la phrase elle a du sens et dans la logique anarchiste, féministe, anarchiste, etc. Je trouve que c'est cohérent et logique. A contrario, je pense qu'un mot comme imposer, ça aurait pas marché. Parce que, encore une fois, on serait tombé dans un fonctionnement qui va pas. Enfin, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous imposez quelque chose, quand bien même la personne va faire ce que vous attendez, elle ne va pas comprendre pourquoi elle le fait, elle ne va pas comprendre et du coup ne pas le reproduire plus tard, à plus long terme. Ça va servir à rien. Et la seule chose que vous allez faire, c'est vous comporter de manière aussi oppressive, au final, que les gens qui actuellement se comportent de manière oppressive. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, le point des fachos, le point peut-être des fachos, c'est nous buter. Du coup, j'ai du mal avec simplement exiger, mais étant plutôt privilégié, je comprends. En soi, quand vous allez dans l'exigence, et là c'est plutôt ce qui est dit, c'est pas on va accepter que les fachos nous butent et puis on va rien faire. Ça veut pas dire on va juste vous demander gentiment et puis basta, parce que sinon on n'est pas dans l'exigence. Voilà, hein, très concrètement. Il y a des gens qui ont des mouvements comme ça, dans le féminisme, dans l'anarchie en général, qui vont juste dire franchement, être un facho, c'est pas bien. Tu peux arrêter. Et puis t'arrêtes pas, il se passe rien. Voilà. Quand on est dans l'exigence, ça veut pas dire qu'on se contente de faire ça. C'est tu vas faire ça et tu vas comprendre pourquoi tu fais ça. Non. Ok. Par contre, c'est fini. On met une barrière, c'est fini. Tu vas faire ton truc dans ton coin. Tu pourras pas t'approcher de nous en fait. En tout cas, autant qu'on pourra te bloquer.
Et là-dessus, du coup, pour moi, vraiment, ça me semble logique et cohérent. Parce que l'exigence, à mon sens, hein, mais c'est aussi parce que moi, j'y mets ça dans le mot exigence, ce qui n'est pas forcément votre cas. Je reviens sur un truc que je vous ai déjà dit sur ma chaîne assez régulièrement. On n'a pas les mêmes définitions pour les mêmes mots. Hein. Et moi, notamment, je suis particulièrement connu pour ne pas mettre les mêmes définitions que la plupart des gens sur les mots. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Très clairement. Pour moi, exiger, là, dans ce cadre-là, il est pertinent, il est adapté, il regroupe les éléments qu'il faut. Là où pour moi, aller sur de l'imposition ne marcherait pas. Parce que je vais reprendre un truc qui est déjà dit dans mes MP. Merci Fred. Ok Staline, vous voyez, si vous allez dans le fait d'imposer, en fait on retombe dans tous les tropes nuls à chier des soi-disant gauchos, mais qui sont juste des stalinistes en fait. Les communistes qui sont en mode on va vous imposer ce qu'il vous faut. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Et c'est pas sans raison si ça marche pas. Et ce qui se passe à chaque fois qu'il y a eu un régime communiste qui a pris un peu du pouvoir, c'est de cramer les anarchistes. Franchement, c'est pas incroyable comme move. C'est pas exceptionnel du tout. Parce que justement, il y a le côté d'imposer. Il y a le côté où en fait, on va reproduire un système qui est autoritariste. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut corroborer avec ma manière de voir le monde. Et très clairement, ma manière de voir le monde, elle est anarchiste. Donc ça m'étonne pas, venant de quelqu'un qui est anarchiste, de pas être dans ce mood-là. J'avoue que voilà, ça va. Ça va pas passer. Et aussi, méfiez-vous de demander toujours aux mêmes personnes de faire plus pour leur lutte. Oui, voilà, il y a ça aussi, effectivement. Le seul moyen qu'on a, c'est de cancel les hommes par misandrie. Oui, c'est vrai. La cancel culture, les pauvres hommes qui souffrent, ces pauvres hommes qui ont tellement de thunes. Ah là là. J'avoue que j'ai la même définition d'exiger, mais c'était pas clair pour moi. Ok. Mais du coup là, ça te semble plus clair et la phrase pose plus de problème? Ou pas? Que je sache si je continue un laïus de l'infini de l'au-delà dessus, ou pas. Ou si je continue la lecture. Ok, je reprends. De son côté, la Tia Coro travaillait à cette période à la Tabacalera, la fabrique de tabac de San Sebastián. Aujourd'hui, ce lieu mythique de la ville est devenu un centre culturel. Plus tard, après la guerre, ayant appris l'anglais, Coro travaillera en tant que guide touristique et professeur d'anglais. Quand mon père parle d'elle, il dit toujours « Parecía una inglesia ». On aurait dit une anglaise. Car la Tia Coro était très chic et cosmopolite, tant dans sa manière d'être que dans sa façon de s'habiller, et d'autant plus en comparaison des autres femmes basques de la ville. Et que récemment que j'ai vu des images d'elle pour la première fois, j'ai tout de suite compris pourquoi on me l'avait toujours décrite en ces termes. Elle était tout simplement sublime. Elles l'étaient toutes, chacune à leur manière. Il paraît que, enfant, jeune, adolescente, la Tia Pili était admirative du travail de ses sœurs à l'atelier de couture. Elle rêvait de faire la même chose. Malheureusement, avec l'arrivée de la guerre, puis de la dictature, son destin fut tout autre, comme nous le verrons par la suite. Le contexte professionnel de las Tias était particulier, assez privilégié, dans la mesure où, d'une part, elles ont pu pratiquer un métier qu'elles aimaient, et d'autre part, elles ont été presque indépendantes sur le plan économique tout au long de leur existence. Elles dépendaient d'elles-mêmes, de leurs sœurs, mais elles dépendaient certainement pas des hommes avec lesquels elles ont pu partager leur vie. Sur ce plan, elles ont également vécu des expériences relativement particulières. La Tia Lola ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, par exemple, ce qui est assez exceptionnel pour une femme née en 1910 et ayant connu 2 dictatures et différentes périodes monarchistes. En parallèle de son travail de couturière, la Tia Lola chantait et faisait du théâtre. Elle fut d'ailleurs une des solistes de l'Orpheon Donostiarra. C'était une artiste. Il y a d'ailleurs des clichés d'elle portant des costumes ou en tournée. Finalement, on trouve toujours dans cette famille des traces de créativité. J'ai toujours trop envie de casser des gueules. Et là-dessus, du coup, je vais rebondir encore. Voilà. En fait, rendez-vous compte, de manière générale, juste casser des gueules, ça sert à rien. Quelqu'un vous fait du mal, vous lui cassez la gueule, ok, so what? Il se passe quoi après? Est-ce que ça enlève le fait que la personne vous avait fait du mal? Est-ce que ça enlève le fait que vous avez fait du mal à quelqu'un? Ah non. Dans les deux cas, ça reste juste là, comme ça, comme une grosse merde en plein milieu de votre assiette. Si vous voulez juste casser des gueules, vous n'allez pas aller loin. Non seulement vous n'allez pas aller loin, mais la personne en face va pas aller loin, et de manière générale, on va pas aller loin. Parce que ça ne peut pas suffire, en fait. C'est pas suffisant.
si vous avez subi de la violence, vous n'avez pas forcément envie de la reproduire. En plus, au passage, là-dessus, Céron, je suis assez aussi d'accord. Et effectivement, précisons-le, ça n'invalide pas la lutte armée. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pacifiste dans le sens où je vous dis, surtout si quelqu'un vous menace, restez les bras en croix, regardez-le en lui disant c'est pas bien de se battre. Non, non, moi je vais pas là-dessus. Moi, quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un vous oppresse, vous fait preuve de violence, essaie de vous buter, je vais vous dire, vous prenez un hachoir et vous le découpez en morceaux. Voilà, qu'on soit concret, hein, je vais être assez trash, hein, mais voilà, c'est ça l'idée. A contrario, quelqu'un se comporte comme un gland parce qu'il reproduit tous les travers du système dans lequel il évolue, mais vous vous contentez juste de lui massacrer sa gueule, vous n'allez pas aller loin, en termes de société, on va pas aller loin, et vous remettez pas en fait au final en question le système, vous individualisez le problème. Et du coup, ça sert à rien. Concrètement, ça ne sert à rien à part maintenir le système, ce qui est un peu dommage quand même. Et quand même très 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 nul à chier et dommage. Du coup, vraiment, il faut se rendre compte que on doit répondre par la violence à un certain nombre de choses parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la seule manière qu'on a de réagir, malheureusement. Mais la violence en tant que telle, c'est quelque chose qu'on doit arborer et ça doit être quelque chose qu'on doit essayer autant que possible de toujours éviter. C'est un échec qui est collectif quand on doit recourir à la violence. Ça ne veut pas dire que on est responsable de devoir utiliser la violence. On n'a pas le choix. Il y a plein de situations où malheureusement on n'a pas le choix. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'il faut s'en satisfaire. C'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'il faut le revendiquer, le fait de recourir à la violence et d'avoir envie de recourir à la violence. Est-ce que vous comprenez la distinction ou pas? Je continue à rattraper le chat. Chorduleur, pour ajouter ma pierre, pour moi l'exigence c'est aussi la non-compromission. On n'est pas là pour négocier, on exige nos termes, on ne négocie le nombre de morts ou la façon dont il meurt. Exactement. C'est pas bien de se battre et du coup si tu essaies de me taper, je te défoncerai pour t'en empêcher. Ouais. Et encore que... C'est-à-dire que c'est pas bien de se battre. Du coup, si tu essaies de me taper, je te défoncerai pour t'en empêcher. Est-ce que tu as pris en compte le fait que potentiellement tu peux empêcher que la personne te massacre sans avoir besoin de la massacrer? Potentiellement, il y a d'autres manières de réagir avant de recourir à la violence. Vous voyez, il n'y a pas que la violence comme réponse à la violence. Malheureusement, la violence, on en subit tout le temps, constamment dans nos sociétés oppressives, en tout cas pour beaucoup de gens. Et c'est vraiment un truc où il faut se rendre compte que dans plein de situations, on ne peut pas recourir à la violence. On ne doit pas recourir à la violence. Parce que sinon, ça fait juste augmenter le fait d'en prendre plein la gueule. Et là-dessus, si vous ne comprenez pas ça, je vais le dire assez crûment, et je suis vraiment désolé, hein, c'est que très probablement, si votre seule manière de répondre, c'est par la violence, et que vous ne voyez que la violence comme réponse de près ou de loin à un abus, c'est probablement que vous êtes suffisamment privilégié pour que la violence soit la réponse adaptée pour vous. Et du coup, en fait, ça sous-entend que très probablement, vous effectuez de la violence à plein de gens, sans même vous en rendre compte à plein de moments, et que vous avez bien de la chance, en fait, que ce soit vous qui soyez en situation de pouvoir, parce qu'en face, les gens, ils répondent pas, ils vous envoient pas dans la gueule. Rendez-vous compte de ça, en fait, hein. Vraiment, hein. Il y a plein de situations où quand on est du mauvais côté de la ligne, on peut même pas répondre à la violence, alors même qu'on en subit. Si vraiment votre seule réponse, c'est de réagir par la violence, faut se poser des questions. Faut vraiment se poser des questions. Dans la majorité des cas, vous aurez meilleur temps de fuir en cas d'agression. Si vous pouvez, vous êtes déjà privilégié. Valide. Bah voilà, c'est moi qui vient poser les trucs à ma place. Bravo. Et dans l'autre majorité des cas, les violences sont conjointes à des emprises, etc. Oui. Encore, faut être sûr à 100% qu'en face, ça va taper. Sinon, oui, la violence, c'est nul. Mais même ça, enfin, j'avais réagir de la même manière que j'ai réagi juste avant. Et comme le dit Céron, elle a raison. Hein. Vraiment, il y a plein d'autres manières de réagir que la violence. Encore une fois, je pense qu'il y a des situations où, oui, on n'a pas le choix. On n'a que la lutte armée, on n'a que la lutte violente. Effectivement, je pense que oui, c'est un constat. Malheureux, mais c'est un constat. Et encore une fois, je ne vais pas vous dire, ne vous défendez pas. C'est pas le propos. Par contre, à contrario, essayez autant que possible, systématiquement, de trouver autre chose qu'une agression pour répondre à une agression, quelle qu'elle soit, en fait. Hein. Que ce soit une agression verbale, une agression physique ou autre. Hein. Vraiment, rendez-vous compte que ça n'est pas pertinent. À part faire augmenter et rentrer dans une spirale de violence, ce qui est déjà majoritairement le cas dans nos sociétés, quel est l'intérêt? Je veux dire, on va revenir sur des exemples un peu plus concrets. Il y a quelques temps, bon, ça remonte un petit moment maintenant, on a fait notamment du React sur les violences et le harcèlement scolaire, les agressions scolaires. Et le constat qui est assez normalement effarant et qui doit faire prendre conscience de beaucoup de choses à beaucoup de gens, c'est qu'une grande majorité des personnes qui font des agressions, qui font du harcèlement scolaire, sont des personnes qui ont subi du harcèlement scolaire, des agressions scolaires. Autrement dit, la grande majorité des bourreaux sont des victimes. Vous vous rendez bien compte à un moment donné qu'il y a un truc qu'il faut creuser là-dessus.
Il y a bien une question dans la violence qu'il va falloir creuser à un moment donné. On ne peut pas se contenter de répondre à la violence parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est violent. C'est ne pas comprendre que le problème, c'est pas l'individu, parce que c'est ça que vous faites en répondant à la violence, vous faites juste de l'individualisation, vous allez juste vous centrer sur l'individu, pas sur le système, pas sur ce qui cause la violence, vous vous concentrez sur le symptôme, pas sur la cause, et c'est quand même profondément stupide, surtout si vous voulez faire de la révolution, surtout si vous voulez faire un changement de société, surtout si vous voulez sortir des cadres et des paradigmes oppressifs en fait. Enfin, vraiment, c'est passé à côté de la grande partie de l'information. C'est dommage, quand même. Et là, le coup du harcèlement scolaire, ce n'est qu'un exemple concret qu'on a eu il n'y a pas si longtemps qu'on avait fait du React. Mais il y en a plein, malheureusement, de situations où on voit que les personnes qui sont bourreaux aujourd'hui sont des victimes d'hier. En fait, on le constate. Et que les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain. On le constate. Encore une fois. À un moment donné, la violence, c'est pas la réponse. Ça ne peut pas être la réponse. Oui, des fois, on n'a pas le choix. Oui, des fois, on doit utiliser la violence parce qu'on n'a aucune autre possibilité. Mais ça doit toujours systématiquement être le dernier recours. Même quand vous en prenez plein la gueule. Si vous pouvez éviter la violence, évitez la violence parce que sinon, vous ne faites que la reproduire. Et c'est dommage. Parce que vous allez que produire des conditions dans lesquelles ce que vous subissez, c'est ce que vont subir les gens en face. C'est un peu dommage, non, de faire subir ce que vous avez subi. C'est quand même un peu triste. C'est quand même un peu couillon. On peut peut-être prétendre à mieux si on veut justement changer et sortir des cadres oppressifs. Enfin, à mon sens, Je reprends la lecture. Mon arrière-grand-mère, Conchi, épousa mon arrière-grand-père, Théophilo. Philo, dont je ne sais pas grand-chose à ce jour. Ils eurent 2 enfants, ensemble, mon Neitona Manolo et sa sœur Marie-Carmen, la Tia Mamen. Philo mourut très jeune, dans un terrible accident de voiture. Ses enfants étaient encore petits. Alors qu'il s'était rendu dans une ville à plusieurs kilomètres de chez lui et qu'il attendait l'autobus pour rentrer, des amis croisés par hasard l'ont embarqué en voiture. Sur la route, devant eux, un camion transportait des troncs d'arbres qui se sont détachés. L'un d'eux tuera mon arrière-grand-père. Conchi l'a rejoint dans la mort peu d'années après. Son cœur aurait été irrémédiablement brisé par la mort de Philo. Elle et les enfants vivaient dans la casa des Pena Florida, avec la tia Lola et peut-être encore la tia Pili. Conchi, malade, aurait passé plusieurs années pratiquement alité. Mon Aitona, mon grand-père, racontait comment il devait, enfant, aller lui chercher des médicaments. Petite, on me faisait comprendre que, en quelque sorte, c'est murió de pena, qu'elle est morte de tristesse. Il y a toujours eu des problèmes cardiaques dans la famille, mais la mort de mon aïeul a bien pu les déclencher chez Conchi. Sa mort fut un épisode qui est très dur pour la famille. Malgré les difficultés, les sœurs restaient unies par un amour immense et inconditionnel. Il y a une photo du couple accrochée sur le mur de l'appartement de mes Aitonas. Conchi est souriante, ravissante. Philo l'observe avec un regard qui en dit plus long que bien des mots. J'ai rarement vu une image montrant 2 êtres ayant l'air si sincèrement et profondément amoureux. Avec la mort de Conchi, les enfants furent élevés par la tia Lola, qui était à la tête de la famille depuis la mort d'Hilaria. Sans avoir eu d'enfants à elle, elle finira par élever ceux de sa sœur, et plus tard l'enfant de sa nièce, Marie-Carmen. La naissance de cet enfant est d'ailleurs encore à ce jour une des anecdotes les plus racontées dans la famille. Mon grand-père avait déjà épousé ma grand-mère, et ils avaient déjà eu quelques enfants. Un jour, il se rend à la casa de Pena Florida pour manger avec sa sœur, Marie-Carmen, qui vivait toujours là, ainsi que la tia Lola. Il me semble que la tia Pili et certainement d'autres membres de la famille étaient également présents. Personne ne savait que Marie-Carmen était enceinte. À un moment, durant le repas, elle est allée aux toilettes, desquelles la famille a soudain entendu monter les pleurs d'un bébé. Apprendre la grossesse de ta sœur au moment même où elle accouche seule dans les toilettes de l'appartement, ça laisse des traces. La naissance fut un choc pour la tia Lola, qui n'adressa pas la parole à sa nièce pendant quelques temps, durant lesquels elle fut accueillie chez la tia Pili. Lola finit par revenir à la raison et par accueillir Marie-Carmen et son bébé, El Primo Inigo, dans la casa des Pena Florida, où ils vécurent longtemps. Comme avec ses sœurs, et avec les enfants de ses sœurs, la tia Lola participa aussi à l'éducation de cet enfant. Étant déjà une femme d'un certain âge, à une époque sans guerre ni dictature, elle ne fut pas avec lui aussi stricte qu'elle avait pu l'être avec les autres. Un matin, alors qu'Inigo était déjà jeune adolescent, sa mère ne s'est pas levée du lit. Prise d'inquiétude, la famille a appelé une ambulance. Alors qu'elle n'avait qu'une quarantaine d'années, Marie-Carmen avait fait un AVC durant la nuit qui l'a laissée tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est qu'une des nombreuses tragédies auxquelles cette famille a dû faire face. Ouais. Certes. Violent. En vrai de vrai, violent.
Ça, je ne peux pas l'entendre, je sais que c'est le mieux, et c'est d'ailleurs comme ça que j'essaye d'agir, mais il restera toujours une part de moi qui a envie de mettre mon poing dans la face de quelques personnes du monde. Précise un truc par rapport au ton dans mes messages, je suis giga aigri ce matin, donc navré, il n'y a pas de problème, c'est rond. J'essaye de ne pas attaquer les gens parce que c'est pas pertinent, mais typiquement l'approche que tu as techno, je vais te le dire en termes qui est un peu cru, et vraiment c'est pas pour te blesser, je te dis pas ça pour que tu te sentes en mode ultra honteux, ou que tu aies l'impression que je t'en veux ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le propos. Ce que je veux juste mettre en évidence, en fait, c'est le contexte et du coup l'impact, ce que ça montre ton propos. Mais même si c'est que de l'envie, peu importe. C'est-à-dire que si dans ta tête tu te dis j'ai envie d'éviter, mais que tu peux pas t'empêcher d'avoir ça comme présupposé, ça s'entend. Voilà, t'es pas un bloc de marbre, c'est normal d'avoir des émotions, etc. Mais si dans ta tête, en fait, ta première partie de phrase c'est de dire ça, je peux pas l'entendre, dans un contexte où tu es sur une lecture féministe radicale, dans un live qui est très fortement LGBT, queer, pas mal de femmes, etc., ce que ça montre quand même pas mal, ta phrase, ça je ne peux pas l'entendre. Je sais que c'est le mieux et c'est d'ailleurs comme ça que j'essaye d'agir, mais il restera toujours une part de moi qui a envie de mettre mon poing dans la face de quelques personnes au monde. Et globalement, les prises de parole que tu fais depuis tout à l'heure, qui sont très dans « ouais, mais j'ai envie de foutre quand même un point », etc., on entend que t'es pas un bloc de marbre. On entend que globalement, ta réaction, c'est une réaction de quelqu'un qui a des émotions et qui voit des trucs qui sont pas justes et qui a envie d'agir. Mais si ta seule réponse, c'est la violence, je te jure que ça, typiquement, c'est une construction sociale de mec masculin, en fait. C'est vraiment la construction sociale d'un mec privilégié. C'est vraiment ça qui transparaît de manière relativement évidente. Et c'est en ça que c'est dommage. Encore une fois, je ne dis pas ça pour te cibler, pour que tu te sentes honteux, pour que tu te sentes mal ou que tu aies l'impression que je te déteste ou je ne sais quelle connerie, parce que c'est pas le propos. Juste, rendez-vous compte à quel point les valeurs de nos sociétés viennent infuser en nous, même quand on les combat. Et vraiment, c'est frustrant quand on s'en rend compte. Je veux dire, t'es pas la première personne qui le constate, et je vois tes propos de manière très récurrente et régulière, que ce soit sur mes lives, sur ce disto, etc., que tu as conscience de ces limitations-là. Et je me doute que ça doit être une très grande frustration. Mais je vais le dire aussi un peu autrement. Des fois, dans le contexte, c'est pas pertinent de l'ouvrir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'entends que t'es pas de marbre, que ça te fait vraiment péter un câble de voir ce genre de truc et que t'as envie de mettre des coups de poing. Quand on vient de passer déjà 20 minutes à expliquer que c'est pas la bonne réponse, et que tu reposes encore une phrase qui consiste à dire « ça, je peux pas l'entendre. Oui, je sais que c'est pas bien, mais j'ai quand même... » Des fois, la meilleure chose à dire, c'est de pas dire. En fait. Je me permets de le placer. Encore une fois, c'est pas pour te cibler, c'est pas pour que tu te sentes honteux, c'est pas pour que tu aies l'impression d'être un monstre ou je ne sais quoi. Mais rendez-vous compte de la position privilégiée que vous avez, en fait, dans la vie de tous les jours en général. Et rendez-vous compte que vos prises de position, votre manière de pouvoir prendre position, ça transparaît aussi. Et que ça peut être grave relou. What? Attendez, j'ai reçu un message chelou. Bonjour, je n'ai pas pu déposer votre envoi dans la boîte aux lettres en raison de sa taille. J'ai rien en attente. Qu'est-ce que tu me racontes, Jean-Eudes? Ça ressemble à une arnaque, ça, Ça ressemble à une arnaque. Je suis désolé, le SMS m'a trigger, mais je pense que c'est une grosse arnaque. Ouais, on est d'accord. Ça, je gueule sur 20. Parce que j'ai absolument rien commandé. Alors après, ça arrive une fois dans les 36 du mois que je reçois un truc par un studio. Genre Amplitude m'a déjà envoyé des trucs, typiquement. Mais ça me semble étonnant. Parce qu'en général, je suis prévenu d'une manière ou d'une autre. Et là, vraiment, j'ai rien. Donc je pense que c'est foutage de gueule sur 20. Et vous êtes plusieurs à me dire, notamment dans mes MP, que oui, arnaque. Donc ouais, je vais dire bah les couilles. Je vais acheter des trucs à manger, ça me calmera. Oui, bon appétit. Non, c'est même pas la poste là. Donc non, j'ai zéro confiance dans le SMS. Je vois pas ce qu'il pourrait attendre. J'ai rien commandé, donc ouais. La règle que j'applique, c'est si la remarque n'apporte rien à la discussion, je m'abstiens.
Sauf quand il s'agit de faire des jeux de mots absurdes, là c'est une obligation de les dire. Et c'est très bien, c'est très 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 bien Raving Bell. Vraiment, c'est très 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 bien. D'ailleurs, au passage, je me permets de faire un petit focus sur un truc. Là, typiquement, je t'ai ciblé parce que c'est toi qui avais les propos techno, mais cette manière d'agir, elle n'est pas spécifique, et elle n'est pas spécifique non plus juste aux mecs cis, blancs, hétéro, valides, etc. Typiquement, sachez que y a quelqu'un qui partage ma vie, puisque c'est ma coloc, et qui a des prises de position que je peux qualifier de désastreuses. Et typiquement, ces prises de position désastreuses sont très très proches de ce qui vient de se passer là, dans mon chat. C'est vraiment le même genre de mood. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques petits, on va dire, éléments qui se sont fait connaître ces derniers temps, ces derniers mois, entre moi et d'anciennes personnes qui étaient proches de moi, notamment au milieu des streams, etc. Et que ça a conduit sur du coup un certain nombre de violences qui sont vraiment nulles à chier. Et notamment, une des prises de position que j'ai depuis le début de tout ça, c'est de vous dire, moi je vais pas cibler les personnes, c'est pas pertinent. Moi je vous demande de faire attention à ce qu'il y a dans les systèmes, à ce que ça déclenche d'un point de vue systémique, etc. Et de pas aller plus loin, vous voyez. De vraiment pas venir, parce que notamment il y a quelques jours encore, on m'a dit, oui mais c'est peut-être que les gens projettent quelque chose sur toi, etc. Je m'en fous. Je ne veux pas me centrer sur les gens. Ça n'a pas de pertinence. Vraiment, ça me semble éclater au sol que de venir individualiser un problème. Ça n'est pas pertinent. Typiquement, Anémone, elle n'a pas le même discours. Elle a un discours qui est beaucoup plus proche de celui de Techno tout à l'heure dans le chat. Et je lui ai renvoyé plusieurs fois dans la gueule que c'est pas approprié. Que non seulement c'est pas approprié de manière générale dans ses fonctionnements de tous les jours, parce que ça produit des violences et ça reproduit des violences et c'est juste nul à chier, mais aussi parce que du coup, ça vient m'imposer à moi qui justement fait tout pour ne pas individualiser cet angle-là, cette vision-là, cette manière-là d'aborder les choses. Alors que systématiquement, je le repousse, je ne vais pas dans cette direction-là. J'ai quelqu'un qui, de manière récurrente dans ma vie, vient et me remet ça sous le pif. Je vous avoue que c'est pas exceptionnel comme mouvement. Vous voyez ? Et c'est en ça que ça pose problème de l'ouvrir, alors que des fois, vous feriez mieux de pas l'ouvrir. Vous voyez, c'est en ce sens-là. Je veux dire, notamment, vous pouvez faire du mal à des gens en face qui, finalement, vont juste reproduire des violences, et c'est nul à chier. Mais vous pouvez aussi potentiellement faire du mal à des gens qui sont déjà victimes de certaines choses autour de vous, ou qui ne le sont pas, mais qui peuvent être, qui peuvent faire des échos, etc. Bref, vous pouvez vraiment, à plus d'un niveau, faire des trucs qui sont pas bien. Rendez-vous compte, juste en l'ouvrant. Et peut-être, ça peut l'être pour comprendre comment les émotions ressenties chez les parties traduisent leur perception des événements ou ce qui est important, mais faire des projections psychologisantes, bon. Oui, d'accord, important pour elle. Oui, ok, je vois mieux. Voilà. En y réfléchissant, la plupart des personnes, je préférais les coincer et leur demander pourquoi, juste. C'est déjà plus intéressant, mais même là, il n'y a pas forcément un truc que je trouverais adéquat. Mais c'est déjà plus juste, c'est déjà mieux. Bref, plus rien à ajouter. Après, encore une fois, c'est pas spécialement du tout pour cibler techno. Hein. Je le répète, là, notamment, j'ai parlé d'un cas avec une autre personne, c'est pas sans raison, pour vous faire prendre conscience qu'à tous les niveaux, tous autant qu'on est, on a sûrement des fonctionnements comme ça. Hein. C'est pas quelque chose qui nous est spécifique à un individu par-ci, par-là. Tous autant qu'on est, on reproduit ces fonctionnements-là. Je présume que moi aussi, je reproduis ces fonctionnements-là, d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ça que j'essaie d'attirer votre attention sur le fait que c'est important parfois de juste fermer sa gueule. Même pour être plus précis, il y a des situations où, en fait, même si vous avez l'impression de vivre une injustice, l'ouvrir, ça ne peut que reproduire plus de violence. Voilà, c'est pas bien. Il y a des situations où l'ouvrir, ça va juste faire de la violence sur autrui. Il y a des situations où, en fait, il n'y a pas de bonne situation. Il n'y a rien qui peut être mieux. Et que du coup, vraiment, des fois, juste ne rien dire, c'est pas grave, au contraire, ça peut être une bonne chose. Le silence, parfois, c'est bien. Vraiment. Voilà. Oui, imposer, c'est pas top non plus. Voilà, je pense que tu as exactement le point qui m'a un peu chafouin. Mais encore une fois, toi, typiquement, Techno, je te vois faire beaucoup de choses sur les lives, sur les streams, de manière générale, qui sont plutôt bien. Hein. Encore une fois, je suis pas là quand je cible un comportement, quelque chose que je trouve pas idéal, pour individualiser. Ça n'a pas de sens. On en refait tous autant qu'on est, on produit des comportements nuls à chier. Enfin, tout à l'heure, il y a eu une phrase, par exemple, de Céron qui était assez pertinente aussi. Je ne l'ai pas lu à haute voix, mais je vais le faire maintenant.
par rapport à ça, les œstrogènes ne m'ont pas enlevé les constructions par magie non plus. Voilà. Hein. C'est pas parce que, par exemple, vous faites une transition que, comme dit un Emmanuel Bobatti, hop, par magie, d'un coup, les hommes trans, c'est eux qui subissent le plus parce qu'ils ne produisent pas de patriarcat, qu'ils ne font que subir le patriarcat, les pauvres choux. Bien sûr que non. On sait très bien que les hommes trans, ils accordent tout simplement avec les hommes en général, en fait, et que du coup, puisqu'ils s'accordent avec les hommes en général, ils reproduisent en fait du patriarcat, qu'ils le veuillent pas, qu'ils s'en rendent compte, qu'ils s'en rendent pas compte, ça change rien. Hein. Peu importe en fait. Mais le constat est là. Et de même, quand vous avez un Emmanuel Bobatti qui vient faire des trucs nuls à chier, en mode typiquement, les femmes trans, intrinsèquement, ça reste quand même des gens qui ont un développement social d'hommes. Donc en fait, les femmes trans vont manipuler tout le monde parce qu'elles ont les cheat codes de l'univers patriarcat. Ça aussi, c'est éclaté au sol, vous voyez. Ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il y a des femmes trans qui se comportent avec des mouvements oppressifs ultra nuls à chier. C'est évident. Et probablement qui découle effectivement d'une socialisation masculine à la base. Très probablement. Mais en fait, tous autant qu'on est, on produit des violences à différents niveaux. Tous autant qu'on est, on a intégré des éléments, des valeurs normatives, des valeurs oppressives, et on les reproduit. Tous autant qu'on est, peu importe qui on est, peu importe où on est situé, ça va pas se déconstruire par magie. Ça va pas se déconstruire parce que d'un coup vous avez pris des oestrogènes ou pas. Ça va pas se faire disparaître parce que attention, j'appartiens à telle catégorie qui est minorisée. Ça vous empêche pas de reproduire des violences à côté sur autre chose. C'est pas parce que vous êtes victime d'eux que vous ne pouvez pas être bourreau aussi d'eux. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut capter de manière aussi large que possible. Tous autant qu'on est, on produit des violences et on reproduit des violences. Et tant qu'on ne se rend pas compte de ça et qu'on n'accepte pas cette vérité, on n'accepte pas le fait que personne ne peut être safe, personne ne peut en aucun cas ne pas produire de violence. Donc c'est pas compris. On est condamné à les reproduire, en fait, systématiquement. Oui, Bobatti est pertinent par sa nullité. Au moins, il a quelque chose pour lui, écoutez. C'est déjà ça. Enfin bref, même ça, c'est pas très adéquat de ma part, mais vous avez compris. Je reprends la lecture, même si j'ai vu le marqueur de fin de VOD, je vais pousser un tout petit peu parce que la page d'après, nous avons une coupure. Il y a quelques années, Eitona Manolo, apprit que ses parents s'étaient mariés alors que Conchi était déjà enceinte de lui. Il a failli faire une syncope, lui qui, étant né en pleine dictature, avait des mœurs beaucoup plus rigides que ses propres parents. Ce qu'il ne sut jamais, tout comme sa sœur, c'est que Conchi eut une jeunesse allégrée, joyeuse. Avant de rencontrer Philo, elle a eu un enfant avec un homme qu'elle fréquentait. Je sais pas comment, en quelle année ce fut, mais je sais qu'elle était très jeune. À cette époque, avoir un enfant en dehors du mariage était inconcevable. Alors, comme tant d'autres femmes, elle abandonna son bébé dans un orphelinat. Elle, Etona et la Tia Mamen moururent sans savoir qu'ils avaient un grand frère quelque part. Ce fut le grand secret de cette famille qui vécut très mal cet épisode. C'est la Tia Pili qui, des années après, brisa le silence. Elle le raconta à mon Amona, la femme de Leitona Manolo. Et elles décidèrent qu'il serait mieux de ne jamais lui en parler. En histoire, les souvenirs ne peuvent être tenus pour des sources fiables, car ils sont victimes de la corrosion, dégradés, modifiés par le temps qui passe. Ils sont subjectifs et dépendent du regard de chaque témoin. Les souvenirs dont je dispose de la famille La Huerta Arrezola sont pour la plupart rapportés. L'histoire des victimes de la répression est souvent une histoire faite de silence, transmise de père à enfant, sans récit. Très peu de mots, un regard plein de souffrance, pas envie de parler, un geste de la tête, un claquement de langue en guise de réponse, les yeux fixés au sol pour tout dire et ne rien dire, une manière d'apprendre ce qu'il ne faut jamais demander, ni même évoquer. Que vous est-il arrivé pendant la guerre est une question qui est vouée au silence. Peut-on lire sous la plume d'Ascension Badiola Aristimuno dans Invidias Peligrosas, la prisión central de Mujeres de Amorebieta, 1939-1947. Je crois que n'importe quel espagnol pourrait se reconnaître dans ces mots, car nous avons toutes et tous été témoins du silence, de ce silence caractéristique de la guerre civile, de la dictature. Nous sommes héritiers de ce silence, nous sommes nourris par lui. La plupart des Las Tias et Los Tios ne parlaient pas de cette époque. Mais fort heureusement, il y a eu une exception. La Tia Pili était una mujer que hablaba, une femme qui parlait. Elle était la plus jeune de la fratrie. Elle était seulement âgée de 12 ans lorsque la guerre civile fut déclarée, et elle en avait 16 lorsque le corps inerte d'Hilaria fut retrouvé en 40, cette année terrible.
16 ans, quand en ses débuts de dictature, dans le deuil intime et politique, dans la faim, le désespoir, la désolation, la honte de la défaite, Pili a dû s'occuper de la maison afin que ses frères et sœurs puissent aller travailler. Sans le vouloir, peut-être même sans le comprendre, Pili a assuré à un très jeune âge le travail reproductif de son foyer. C'était la seule membre de cette famille que j'ai pu rencontrer enfant et dont je garde encore un vague souvenir. Ce n'est qu'en 2014, à 90 ans et plusieurs décennies après les siens, que la Tia Pili a trouvé le repos éternel. Je regrette de ne pas avoir eu davantage de liens avec elle, car c'est elle qui a maintenu vivante la mémoire de notre famille. La mort n'existe pas. Les gens ne meurent que lorsqu'on les oublie. Si tu peux te souvenir de moi, je serai toujours avec toi, écrivait Isabelle Allende dans Cuentos de Eva Luna. Que ce soit oralement ou à l'écrit, la Tia Pili hablaba, elle parlait. Et si cela peut sembler banal, anodin, ça l'est pas pour une génération qui s'est murée dans le silence. Un silence imposé par les lois de la dictature, un silence causé par les traumatismes de la guerre, un silence qui a mené à la tombe un nombre incalculable de souvenirs pour toute une génération. Les souvenirs sont maintenus en vie par la parole. Ne pas parler, ça revient à tuer cette mémoire, à l'éteindre, à la condamner à l'inexistence. Antonio Porcia, le poète anarchiste, le disait déjà. Lo que no se convierte en recuerdo no fue. Ce qui ne se transforme pas en souvenir n'a jamais existé. Dans mon pays, la mémoire est un sujet politique. Le 26 décembre 2007 est entrée en vigueur la loi 52-2007, plus connue sous le nom de la loi sur la mémoire historique. Il s'agit d'une loi reconnaissant et élargissant les droits et prévoyant des mesures en faveur des personnes qui ont subi des persécutions ou des violences pendant la guerre civile et la dictature. Critiquée dès ses débuts, car jugée incomplète, insuffisante, par celles qui défendent cette mémoire, et en particulier par l'Associación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la loi a également été victime d'attaques de la part de ceux qui ne voulaient pas que le peuple se souvienne. Ce fut par exemple le cas sous le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy. Sans revenir sur la loi, il la rendit inapplicable en cessant d'allouer des fonds publics nécessaires à son application. Le précédent gouvernement y avait dédié 6,2 millions d'euros. Le projet budgétaire de 2012, lors de la première année du mandat de Rajoy, établit de n'accorder que 2,5 millions d'euros à la mémoire historique. Cette même année, le bureau d'accueil des victimes, ouvert en 2008, fut fermé par le gouvernement. Les 2 années suivantes, aucun euro du budget de l'État ne sera alloué à cette loi. En 2020, le gouvernement de coalition de la gauche présente un projet de loi dite la loi démocratique, prétendant remplacer celle de 2007. Et je vais du coup en profiter que ça coupe dans le texte par ça. C'est bien déjà pour un début de lecture. On a lu 24 pages. Voilà. Cet ouvrage est quand même, dès le début, vachement plus pertinent qu'un ouvrage de Bobatti. Incroyable. Incroyable, vraiment. Surprise, mais en fait, non. Pas surprise, comme on dit. Vraiment pas surprise. Hein. À bientôt pour la suite, petite fougère de YouTube. Ciao, ciao, ciao.